Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué à chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ambitieux ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelée SaaS, application mobile ou web, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons à chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev2CEO aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai l'énorme plaisir d'échanger avec Simon Deben, cofondateur de Gsoft. Simon nous livre son histoire à lui ainsi que l'histoire derrière le succès fulgurant de Gsoft et ses produits phares, dont Office Vibe et SureGate. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié à chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Simon Deben de Gsoft, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager avec nous ton expérience, ton parcours aujourd'hui. Mais d'abord, comment vas-tu, Simon, aujourd'hui? Ça va très bien. Très content d'être ici parmi vous et de parler de notre belle histoire. Merci, Simon. Avant là, de débuter avec ton histoire, j'aimerais ça qu'on prenne si on avait arrêté aujourd'hui puis prendre une photo de Gsoft aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi Gsoft pour vraiment bien situer notre auditoire là, en termes, c'est quoi l'entreprise Gsoft? Ça ressemble à quoi le nombre de joueurs, le volume d'affaires, juste pour bien cadrer là, le début de l'entrevue? Bon, Gsoft, on est une entreprise en technologie. Notre passion, c'est l'expérience employée. Donc, depuis les 16 dernières années, on a commercialisé 3 produits. On a SureGate, Office Vibe et SoftStart. On a un produit, en fait, SoftStart, c'est un produit pour onboarder les employés. On a SureGate qui est un produit pour aider les organisations à déployer le cloud Microsoft et l'adopter. Et on a Office Vibe qui est un peu un coffre à outils pour les gestionnaires qui veulent engager leurs équipes, les aider à être plus performants, les aligner. Donc, on a un portfolio de produits qui est assez diversifié et on continue d'innover parce qu'on a vraiment comme ambition là, de bâtir un portfolio qui a beaucoup plus que 3 produits. Aujourd'hui, on est, je crois qu'on est autour de 360 employés. Qui sont la plupart au Québec, mais on a commencé à engager un peu partout au Canada depuis qu'on est devenu une entreprise distribuée. Chiffre d'affaires, on est sur un air d'aller qui va nous dépasser les 100 millions de revenus US. Donc, c'est en 2021, on a fait le 100 millions canadien. Maintenant, on se dirige vers notre 100 millions US qui est assez spectaculaire, qui n'était pas nécessairement prévu au départ, mais qu'on apprécie grandement aujourd'hui et qui est le reflet un peu du succès qu'on a eu dans les dernières années. Et sinon, quoi d'autre? On est passionné de bâtir des produits. C'est on a commencé comme entreprise de service initialement. Et graduellement, on a fait une transition pour devenir 100% produit. Et il y a toujours eu quelque chose qui me passionnait à l'idée là, d'être capable de partir d'une idée, construire un produit, puis ensuite d'avoir quelqu'un quelque part sur Terre qui prend sa carte de crédit, swipe la carte de crédit pour acheter une licence. Ça m'a toujours un peu... je trouve que c'est un modèle qui est magique, surtout en software. Et qui permet un peu d'amener nos idées aux 4 coins de la planète. Quelque chose je sais pas, ça m'a toujours grandement passionné. Puis on essaie de s'amuser là, à faire ça au quotidien. Vraiment intéressant, Simon. Puis c'est vraiment incroyable le succès que vous avez aujourd'hui. Mais vous êtes vraiment parti de zéro. Tu es un petit gars qui vient de la campagne de Saint-Lazare. Tu as eu quand même une belle enfance, bonne éducation, beaucoup de skateboard que tu me disais. Mais parle-nous de ça au départ. Là. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir de Gsoft? Puis ça a commencé comment les débuts de tout ça? Là? Ouais, ça remonte même avant de cofonder Gsoft.
J'ai jamais pensé que j'allais bâtir une entreprise là, dans ma vie. Là. Mes deux parents ont travaillé en technologie. Mon père, il était partner dans une business en technologie. Il y avait quelques indices qui pouvaient peut-être dire qu'un jour ça allait être quelque chose que j'allais faire, mais quand j'étais jeune, j'avais pas l'impression d'avoir les attributs de l'entrepreneur. Tu sais, j'utilise souvent cet exemple-là. Là, je vendais pas de la limonade là, sur le coin de la rue et j'étais pas du tout là. Fait que je faisais beaucoup de skateboard. Ça a été un gros morceau de ma vie quand j'étais jeune. C'est surtout quand j'ai commencé le cégep que j'ai commencé à apprendre à faire de la programmation. J'ai fait une technique en informatique. Ça m'a vraiment complètement... c'est comme un wow, c'est possible de faire ça. Puis je m'étais toujours intéressé là j'avais mon ordinateur sur Linux quand j'étais un peu plus jeune. Puis je gossais sur mon ordinateur, mais quand j'étais allé à l'école, ça m'a comme appris à vraiment utiliser mon ordinateur. Et l'université m'a permis un peu de réfléchir autour de bâtir du software. Et l'université m'a permis aussi de rencontrer Guillaume, qui est un des cofondateurs de Gsoft. Le secondaire m'a permis de rencontrer Sébastien Leduc. Et puis après la première année à l'université, j'ai décidé avec Sébastien et Guillaume de fonder Gsoft. À l'époque, je travaillais chez CGI, qui est une grosse boîte en technologie québécoise qui a quand même fait des grandes choses. Une compagnie, je pense, qui a démarré en 78 là, autour de ces années-là et qui est devenue une très, 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 très grosse boîte à travers le monde. Et ça a été ma première, comme une vraie job. Et ça m'a permis de comprendre le milieu technologique québécois parce que je travaillais au centre d'appel et je faisais tout ce qui était le support un peu à tous les sites web ou les systèmes mainframe, les AS400. On m'a appelé pour resetter des mots de passe ou investiguer des problématiques, si un système était down ou pas. Fait que j'ai commencé à comprendre la notion d'impartition, comment le milieu technologique québécois fonctionnait. Puis évidemment, c'était un peu mon modèle, c'est ce que je voyais, c'est ce que je comprenais du monde technologique. Et ça m'apparaissait un peu gris. Tu sais, on appelait ça l'informatique dans le temps. Le mot informatique, je trouve que ça, je sais pas, il y a quelque chose on dirait que ça manque de pep comme mot quand on dit je travaille en informatique versus je travaille en technologie. Mais dans le temps, c'était comme l'informatique, puis c'était des cubicules, puis c'était du tapis gris, puis ça avait l'air d'une job comme une autre. Alors que quand on est dans ce milieu-là, c'est exceptionnel. Il y a quelque chose de fou à être en technologie. Et j'avais l'impression qu'il y avait peut-être une manière je sais pas, d'amener un peu d'éclat dans cet univers-là, d'amener un vent de fraîcheur. Puis ça a été un peu l'idée derrière Gsoft initialement. Tu sais, contrairement à beaucoup d'entreprises quand on regarde dans l'œil du dragon à la télé, les gens arrivent avec des idées très précises d'un produit qu'ils ont en tête ou d'un service. Dans le cas de Gsoft, on est parti un peu d'un idéal. Là. Tu sais, nous, c'était amener un vent de fraîcheur dans le milieu technologique québécois, mais concrètement, qu'est-ce qu'on allait faire dans notre quotidien? C'était pas clair, pas en tout. On avait déjà créé l'incorporation. C'est sûr que c'est partir d'une grande idée, d'une vision, c'est une chose, mais après ça, faut que tu payes tes bills à la fin du mois. Et c'est là qu'on a décidé de démarrer Gsoft initialement comme une entreprise de service de développement logiciel sur mesure. Et on voulait être ça. Nous, on était à l'université, à l'école de technologie supérieure, fait qu'on faire la programmation, on se trouvait quand même bon. On se disait, on pourrait peut-être aider d'autres organisations à le faire. Puis il y a des gens qui ont décidé d'accepter nos services. Puis au début, on passait à travers d'autres firmes. On était on était placés comme des consultants. Et on s'est transformé. On est parti de 3 cofondateurs qui avaient l'air des consultants qui allaient un peu partout à ça nous tente de bâtir une vraie entreprise, d'embaucher des gens, de construire quelque chose qui allait nous rassembler. Et c'est là qu'on a commencé c'est là qu'on a travaillé fort pour aller chercher des beaux projets. Puis
un beau projet a mené vers un autre beau projet, qui a mené vers un autre beau projet, puis à un moment donné, ben t'as une feuille de route, puis là, les gens ils t'écoutent de plus en plus. Fait que, tu sais, quand t'as 20 ans, là, puis que t'as une baby face, là, c'est dur d'aller voir un directeur TI d'une entreprise québécoise puis de lui demander de t'envoyer tous ses projets technologiques. Tu sais, c'est juste de le dire, c'est un peu farfelu, là, tu sais, ça a comme pas de sens. Mais il y a des gens qui ont accepté de le faire avec nous, même si on n'avait pas fait grand-chose de notre vie. Et ça, il suffit de trouver une personne qui va dire oui, qui va te donner ta première chance, puis après ça, ben ça te permet de trouver la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Fait que ça a été le gros défi initial de GSoft, de réussir à partir un peu de partir la machine. Puis après ça, ben entreprise de service, on a des beaux projets par-ci, par-là, on travaille pour des belles entreprises du Québec, là, que ce soit un Industriel Alliance, un Desjardins, un Loto-Québec, je veux dire, un Femplace, il y en a plein d'autres là, que j'ai de la misère à me rappeler, là, mais on a travaillé avec plein de boîtes de plein de milieux différents. Et ça a été le fun. On a travaillé sur des beaux projets. On n'a jamais eu d'allégeance à aucune industrie. Pour nous, les clients, c'était la matière grise. Nous, on était le bras technologique. Puis nous, c'est comme, qu'est-ce que tu as envie de bâtir? On va te le faire, puis on va apprendre. Au pire, si c'est compliqué à faire. Il y a rien qui nous arrêtait. Puis ça nous a permis de toucher à tellement de choses. Et ça a été des années. C'est pas si évident que ça. Tu démarres, on chargeait pas des gros taux horaires, mais ça nous a permis de démarrer. Puis de bâtir les rêves des autres, ben c'est le fun, mais c'est encore plus fun de bâtir tes propres rêves. Fait que de là un peu l'idée de bâtir un produit. Parce que là, les clients t'approchent, hey, nous on a envie de bâtir ça, tu le fais pour eux. Puis là, toute la propriété intellectuelle reste à eux, c'est eux qui payent. Là, tu te dis, hey, imagine si nous on bâtissait notre propre produit. Puis là, là, faut que tu le fasses après. Puis ça, c'est là que ça se corse parce que c'est pas facile de bâtir des produits qui ont des modèles d'affaires qui sont soutenables, qui te permettent d'en vivre. Là. Fait que pendant qu'on faisait des beaux projets technologiques pour différentes boîtes du Québec, on a commencé à investir dans ShareGate, qui était notre premier produit commercial GSoft. À l'époque, ben l'idée est vraiment partie parce que sur le terrain, nous, on faisait beaucoup de projets sur la plateforme SharePoint, qui est un peu aujourd'hui, on appelle ça Office 365, beaucoup. Et il s'est déployé dans partout. Si vous savez pas, probablement que vous l'utilisez, mais vous vous en rendez même pas compte. Mais c'est la plateforme de productivité cloud de Microsoft. Et à l'époque, on l'appelait, c'était une plus petite version qui était pas nécessairement dans le cloud. Et on a bâti ShareGate pour aider les organisations à faire la migration d'une version à l'autre. Parce que Microsoft sortait des nouvelles versions de SharePoint à tous les 2-3 ans. Et de déplacer ton contenu d'une version à l'autre, c'était vraiment compliqué. Et nous, on a bâti un produit qui le faisait un peu magiquement pour toi. Et ça a pas été un coup de circuit du premier coup. Ça a été un produit qu'on a initialement démarré en 2009. On a travaillé très fort pendant 2 ans sur ce produit-là pour réaliser après 2 ans qu'on avait créé un produit qui fonctionnait pas du tout, un produit qui répondait pas du tout aux besoins de nos clients, un produit qui avait pas une stabilité, qui faisait pas exactement ce qu'il devait faire correctement. Donc, mettons que j'étais même pas game à l'époque de l'utiliser pour nous-mêmes parce que le produit allait possiblement corrompre l'environnement SharePoint. Donc, après 2 ans, on l'a jeté à la poubelle et on s'est réunis dans un chalet à Tremblant pendant 1 semaine pour démarrer ce qu'on a appelé à l'époque Reborn. C'était le nom de code, le nom interne qu'on donnait à ce projet-là. C'était la résurrection de ShareGate. Ça a été 1 semaine pour se réaligner, bâtir la fondation qui allait 3 mois plus tard nous permettre de lancer la nouvelle version de ShareGate et qui on s'attendait à avoir un line-up un peu comme au Apple Store quand le iPhone sort et non, pas du tout. Il n'y avait pas un line-up. Je pense qu'il y a eu
une version d'essai gratuite le premier jour, et après ça, ça a été plus lent qu'on le souhaitait, mais quand même, en 2 ans les premiers 2 ans, nous avait amené 4 clients, dont 2 qui étaient des gens qu'on connaissait, qui l'avaient acheté pour nous faire plaisir. Et la version 2 qu'on a, la résurrection, 1 mois après le lancement, on a un client qui a acheté 10 licences d'un coup. Et ça a été un peu, en 1 mois, on a réussi à faire ce qu'on n'avait pas réussi à faire en 2 ans. Et après ça, ben là, le premier mois, ben t'as un nouveau client. Le deuxième mois, ben t'as 2 clients. Le troisième mois, t'en as 3. Puis ça va pas vite comme on voit dans les films ou dans les contes de fées, là. C'était très, très, très graduel. Et tranquillement, pas vite, il y avait une accélération qui était en train de s'installer. Puis aujourd'hui, ben ShareGate, on est quoi? On est 2009 à 2022. On est 13 ans plus tard. C'est un produit qui génère des millions de dollars chaque mois, et c'est un produit qui est utilisé je pense qu'on a 13 000 clients actifs présentement dans plus d'une centaine de pays. C'est un produit qui est vraiment apprécié. C'est un produit qui nous a pas mis au monde comme organisation. En fait, ça a été notre premier pas dans l'univers du produit. Et ça nous a donné la confiance qu'on avait besoin quelques années plus tard pour démarrer Office Vibe. Office Vibe, c'est le deuxième produit de GSoft. Et tu sais, ça nous a pris 2 ans avec ShareGate pour réaliser à quel point notre produit était un échec, et il était temps de prendre une décision, soit de le jeter à la poubelle et d'arrêter complètement, ou de le recommencer. Bizarrement, on a décidé de recommencer alors que tout indiquait qu'on aurait peut-être dû arrêter. Des fois, faut que tu suives ton instinct, puis tu le fais, puis ça t'amène nulle part ou quelque part. Puis comme on dit, là, c'est une expression, je sais même pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais récemment, je me disais, les miracles, miracle only happens with the last push. Puis c'est comme ShareGate, c'était ça. Et là, tu te dis, hey, on vient de vivre de quoi de fou. On est tellement été chanceux de s'en sortir, puis on a appris. Puis là, après ça, tu lances Office Vibe, puis tu te dis, hey, nos apprentissages vont nous aider ça va être walk in the park, ça va être facile, on a tellement appris. Puis Office Vibe, ben, au lieu de prendre 2 ans pour réaliser que notre produit fonctionnait pas, ça nous en a pris 1 an et demi. Après 1 an et demi avec Office Vibe, on avait 16 clients. La plupart arrêtaient d'utiliser très rapidement parce que c'était un produit qui était très épuisant. C'est un produit qui demandait beaucoup d'énergie pour être fonctionnel. On avait mis une gamification dans Office Vibe qui était juste trop demandante pour les gens. Les gens s'épuisaient, ils arrêtaient d'utiliser. Et on l'a recommencé au complet après 1 an et demi. Et on a vécu plein d'autres défis. C'est ça l'affaire, c'est que chaque produit a ses propres défis. Les mêmes produits lancés à différentes époques vont vivre des choses différentes. Fait on a vécu autre chose avec Office Vibe, mais on a quand même répété beaucoup des erreurs qu'on avait fait avec ShareGate. Fait que même quand tu penses que tu as appris, des fois, faut que tu te le rappelles. Puis avec Office Vibe, ben, on a comme réappris des choses qu'on était supposé avoir déjà appris avec ShareGate, mais c'est correct. Aujourd'hui, Office Vibe, c'est un produit qui a, comme ShareGate, c'est un produit, un beau succès d'ici, qui est partout dans le monde. Un produit qui est grandement apprécié, un produit qui a eu beaucoup d'impact dans beaucoup d'organisations. On en est très fiers. Et depuis l'année passée, on a lancé Soft Start, qui lui vit sa propre vie, a ses propres défis, est lancé à une toute autre époque, dans un marché qui est complètement ailleurs, beaucoup plus compétitif, mais c'est tout aussi intéressant, puis c'est d'autres apprentissages. Fait que, comme tu peux voir, là, je suis quelqu'un de passionné de bâtir des produits. C'est ma vie des 13 dernières années. Très intéressant, Simon. Puis, dans une discussion précédente, tu mentionnais que développer un produit, c'est comme monter l'Everest à chaque fois, mais que les conditions de météo étaient différentes, puis le chemin était différent. Donc, on sait que ça va être difficile à faire, ça va être difficile à arriver. C'est possible, mais c'est toujours des nouveaux défis ou des nouvelles embûches.
J'imagine avec le nouveau produit que vous êtes en train de développer, c'est un peu la même chose. C'est pas les mêmes conditions de marché, c'est pas les mêmes conditions de commercialisation. La compétition doit pas être la même non plus. Je serais curieux de t'entendre parler un petit peu là-dessus, non? Ouais, ben, je vais l'expliquer d'un point de vue. Tu sais, t'as une entreprise comme GSoft, il y a eu un temps où est-ce que on avait comme rien à perdre. Tu sais, on était dans un, tu sais, quand tu démarres, ben tout est à bâtir. T'as un instinct il y a comme un instinct de bâtisseur et tu sais, tu fonces parce que là, tu essaies de créer quelque chose à partir de rien. Et une fois que tu as créé cette chose-là qui s'appelle, on peut l'appeler plein de choses, mettons, une fois que tu as le succès entre les mains, tu as réussi à créer ce qu'on peut appeler le succès aujourd'hui, ben l'instinct que tu avais initialement qui t'a permis de te rendre là, ben elle se transforme en autre chose. Puis un GSoft, ben, c'est une entreprise qui avait aucun produit, en a construit 2. En construire un, c'est quasiment un miracle. En construire 2, t'es comme, OK, soit qu'on est vraiment chanceux ou soit qu'on est vraiment bon ou un mix des deux. J'ai tendance à dire que c'est un mix des deux. Fait que le défi, une fois que t'es passé de rien à quelque chose, ben on aimerait ça retrouver l'instinct qu'on avait avant. Cet instinct qui nous permettait qui allait chercher de l'énergie à des endroits qu'on se doute même pas qu'il y en a. T'es prêt à tout, t'es prêt à pick-up de fond, t'es tellement désespéré pour juste réussir à trouver un client. Là, c'est de retrouver cet instinct-là. Puis c'est peut-être de pas le retrouver. Aujourd'hui, il faut comme accepter que bâtir les nouveaux produits, il va falloir passer par différents chemins. Fait que c'est comme si c'est pas comme si on remontait la même montagne à chaque fois. C'est comme si on venait d'en monter une, on redescend, puis on en monte une complètement différente. Ça se ressemble, là. C'est sûr qu'il y a plein de patterns, il y a plein de bonnes pratiques qu'il faut appliquer, mais tu pourras pas prévoir les mêmes avalanches, tu pourras pas prévoir tu pourras pas prévoir les mêmes conditions. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas construit. On n'a pas 15 produits à succès, on en a, 2,5. Mais aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que on le vivra jamais de la même façon. Et autant que on a beaucoup d'expérience et de vécu qui, pour beaucoup de gens, ben, OK, ils ont déjà passé par là, donc ça doit être facile pour eux, mais c'est pas le cas du tout. Là. On a certainement un peu plus de facilité à certains égards, mais c'est tout aussi difficile. Puis aujourd'hui, ce que je réalise aussi, la dernière année m'a fait réaliser que le marché s'est transformé. On vit dans un monde qui est beaucoup plus compétitif. Dans l'univers du SaaS, dans l'univers dans lequel GSoft est, on n'est pas, c'est pas la même game qu'il y a 10 ans. Et ça rend la chose challengeante, mais on trace notre chemin, puis on essaie à travers tout ça, on essaie de garder ça le fun, puis c'est bâtir du produit, c'est ce qui me donne le goût de me lever chaque matin puis aller au travail. Fait que je le fais par passion, fait qu'il y a rien qui peut m'arrêter. Mais c'est sûr que il n'aura pas de facile. Très intéressant, Simon. Vous avez pris des grandes décisions, je pense, dans le développement de l'organisation, puis vous êtes reconnu là, pour être capable de trancher puis d'avancer. Entre autres, si on suit un peu votre historique, vous avez décidé de fermer complètement votre pratique de service dans un court laps de temps, puis vous concentrer seulement sur les produits. Il y a d'autres décisions que vous avez prises à travers le temps, entre autres les bureaux, de dire on retourne en arrière sur l'avancement des bureaux pendant la pandémie. C'est des grandes décisions que c'est rare que les gens sont capables de prendre des outils, je dirais en bon français, des bold decisions. Vous êtes quand même beaucoup reconnu pour ça. De ton côté à toi, là, qui a vécu tout ce day-to-day-là, des décisions à travers le temps, si tu avais reculé en arrière, tu te donnerais quoi comme conseil à toi-même si on recule 10 ans, 15 ans en arrière? Oui, des bold decisions. C'est drôle, moi, je sais pas, dans ma tête, à moi, c'est pas tant des bold decisions, mais c'est sûr que
à force d'en jaser, d'en parler avec les gens, tu réalises que okay, c'est pas des petites décisions non plus. Mais ouais, ce que 15 ans en arrière, je pense que j'aurais aimé ça mieux m'entourer, dans le sens que j'ai été très bien entouré au travail. Là. J'ai eu la chance de travailler avec des gens exceptionnels au cours des 16 dernières années. Mais comme entrepreneur, aujourd'hui, je regrette de ne pas m'avoir intéressé assez à aller chercher de l'aide de d'autres personnes qui sont passées par là. Puis j'ai le sentiment que j'ai vécu un peu sur mon île déserte, GSoft. Puis tu sais, les choses allaient bien, puis l'entreprise allait bien, les produits se portaient bien. Fait que quand tout semble bien aller, ben tu te dis, ben ça va bien. Là, pourquoi j'irais chercher mais d'aller chercher d'autres perspectives, d'aller parler à des gens qui l'ont fait avant, je l'ai pas assez fait. Ça, puis je le regrette un peu. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le fais pour d'autres. Puis je me dis, j'aurais aimé ça, avoir ça moi aussi. Puis c'est de ma faute, là. C'est moi qui ai pas cherché assez, là. Aujourd'hui, ceux qui le font, je respecte. Je pense que c'est Puis c'est pas d'aller chercher les réponses, c'est d'aller chercher d'autres perspectives, puis de se faire challenger par des gens qui en ont vu d'autres. Hein. Très intéressant. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais de différent dans les dernières années? Je pense qu'on aurait dû se faire confiance davantage côté produit. On a pris beaucoup de temps à fermer ou à cesser de faire du service en technologie. Puis je pense qu'avec le recul, je pense que beaucoup plus tôt, on l'a fait en 2017, on a fermé la division service. D'après moi, en 2014, on avait déjà les réponses qu'on avait besoin. Puis je pense que ça aurait permis à GSoft d'être concentré sur une seule chose et de mieux le faire. Puis c'est difficile, là, tu sais, faire du service, c'est un modèle d'affaires qui a ses particularités, c'est pour, c'est contre. Il y a des gens qui adorent faire ça, puis c'est bien correct. Faire du produit, c'est des modèles d'affaires qui sont différents. Et des faire cohabiter, c'est pas une mince tâche. Hein. Fait que je pense que c'est juste d'accepter. On aurait dû accepter plus rapidement qu'on était voué à devenir une entreprise de produits. Puis je pense que ça nous aurait permis de se développer plus rapidement en ce sens. Puis quelqu'un qui est dans cette transition-là, on est, exemple, une entreprise de service, on veut s'en aller vers une entreprise de produits. Ton conseil serait, est-ce que c'est dès qu'on atteint le break-even du cash flow? Est-ce que c'est dès qu'on est plus rentable d'un côté de l'autre? Ou c'est dès qu'il y a une certaine traction qui nous laisse croire que on va avoir une plus grande vélocité? Ce serait quoi les métriques que toi, tu dirais, OK, à partir de là, on couperait et on transférerait seulement en produit? Là? C'est une bonne question. Tantôt, quand j'ai introduit GSoft, j'ai oublié de mentionner un attribut quand même assez unique. Là. Chez GSoft, on est 3 propriétaires à 100% d'entreprise. On n'a pas de dette, puis on n'a jamais eu de financement dans le passé. Fait que GSoft, on est 100% indépendant. Donc, de générer des profits, ça a toujours été important pour nous parce qu'on se finançait à même nos profits. On n'a jamais eu l'aide il n'y a pas eu d'autre argent qui a été injecté dans l'entreprise pour nous permettre de croître. Fait que pour ta question, dans ce contexte-là, je pense d'avoir ton break-even puis d'être capable d'avoir un modèle soutenable qui te permet de financer minimalement tes dépenses, puis peut-être d'arriver à 0 à la fin de l'année, c'est déjà un bon début. Et juste de faire ça, c'est un exploit énorme là, en produit. Là. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui arrivent. Des grandes entreprises, là, des gros noms là, qu'on entend parler de tous les jours, qui ont jamais fait un sou de profit et qui aujourd'hui nous vendent des plans pour se rendre là, mais que c'est
c'est des beaux plans. Sur papier, ça a l'air bien, là, mais dans les faits, c'est pas évident. Fait que dans ce contexte-là, d'être au moins d'avoir ton break-even. Tu sais, dans le cas de ShareGate, là, juste pour donner une idée, là, ShareGate, ça a pris 4 ans, c'est 4 ans et 1 mois avant d'arriver à zéro. Là, tu sais, genre les revenus ont rattrapé les dépenses qui nous ont payé. 4 ans et 1 mois. C'est quand même long, là. Tu sais, dans le monde tech, là, tu sais, 4 ans, t'es pas un dinosaure, là, mais en 4 ans, t'as du monde qui tape du pied, là, si t'as levé de l'argent. Fait que, mais c'est sûr que quand tu lèves de l'argent, ben, t'accélères tes investissements, donc, dans l'optique d'aller chercher des retours. Tu sais, comme, c'est un gros gamble, là. T'accélères, mais il y a une forme de gamble là-dedans qui, c'est pas toujours garanti de réussir. Fait que je pense que c'est dans notre contexte, la réponse à ta question, dans notre contexte de break-even, si tu veux faire cette transition-là, tu as un produit, tu tiens quelque chose, tu as un modèle d'affaires qui est déjà validé, tu sais qu'il y a de l'attraction, suffit de mettre un peu de partir la machine. Là, tu as besoin d'aller lever des sous, potentiellement, mais c'est sûr que là, si tu as des investisseurs, tu lèves de l'argent, je pense que tu as des questions à te poser, là. Tu sais, les investisseurs veulent pas financer une division de service. Ils vont dire, ben, focus sur ton produit. Puis il faut pas qu'il y ait d'autres choses qui puissent te distraire. Fait que je pense que dans ce contexte-là, j'ai l'impression que tu vas être forcé de faire la transition officiellement. Mais là, une fois que la transition est faite, c'est fait, là. Là, tu as dit bye-bye à tes clients. There's no turning back, là. Tu sais, oui, tu peux revenir. Puis dans le contexte de GSoft, je pense que c'est un côté de moi qui était, je sais pas, peut-être que j'étais pas assez risk-taker. Dans ma tête, la division de service, c'était comme notre filet de sûreté, tu sais, c'était comme, mais c'est sûr que le filet de sûreté, à un certain point, les produits sont devenus des éléphants, là, tu sais, il allait pas sauver les éléphants s'ils tombaient, là. Fait que c'était nos revenus, on était dans des à peine 10%, même, je pense que c'est moins en termes de revenus qui venaient à un certain point, ça devenait évident. Mais, je pense que c'était une pensée magique. Ah, ben là, si jamais Office Vibe ou ShareGate marche pas, ben là, on peut, parce qu'on était bon au service, on avait des beaux produits, belle crédibilité, puis il y avait plein de monde qui avait envie d'en faire, puis tu sais, ça roulait vraiment bien, là. Mais on a fait des choix, puis on les a peut-être fait un peu tard, mais aujourd'hui, c'est fait. Le résultat est là. Puis, tu le mentionnais, c'est vraiment impressionnant que vous avez réussi à faire tout ce chemin-là sans apport d'argent qui vient de l'extérieur de l'organisation. C'est tout à votre honneur. En plus d'avoir 1, 2 produits, bientôt 3 à succès. Juste chacun de ces éléments-là est un succès en soi à l'accumuler. Vous avez sûrement été approché souvent par des gens de l'extérieur pour venir investir dans l'organisation. Si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui vous a motivé à dire on garde ça fermé puis on s'autofinance? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas dit oui au chant de la sirène là, qui vous promettait peut-être une accélération ou quelque chose de mieux? Là? Ben, en toute sincérité, là, je pense qu'on a eu la chance, le succès financier. ShareGate, c'est le premier produit, donc qui a plus d'histoire, là. Le succès ShareGate est quand même assez phénoménal, là. D'un point de vue produit, c'est un produit qui est dans une niche, là. Pour beaucoup, c'est un produit, c'est comme un héros obscur, là, ShareGate. On n'entend pas parler, mais il y a bien des choses qui fonctionnent bien parce que ShareGate est là. C'est bien correct. Il y a des produits qui sont des héros obscurs comme ça, puis on a besoin de ces produits-là. Mais d'un point de vue produit, c'est un succès. D'un point de vue financier, c'est exceptionnel. Fait que, on l'a pas eu facile, je l'ai dit tantôt, 4 ans et 1 mois, mais quand ça s'est mis à marcher, ça l'a marché. Comme big time. Fait que, on a réussi on générait assez de revenus pour être capable de financer toutes les idées qu'on a. Ça nous a même permis de financer Office Vibe. Donc, ça a été, je pense qu'on a été chanceux par le succès de ShareGate de pouvoir avoir cette indépendance, là, dans nos esprits. Et ça fait en sorte qu'on n'est pas allé dans cette direction-là de lever de l'argent. Fait que c'est un mix c'est vraiment un mix de circonstances. Puis il fut un temps où est-ce que j'étais contre lever de l'argent. J'étais un peu dans cet esprit un peu rebelle. Puis
Puis c'est correct, là, je vieillis, puis nos idées évoluent, là, mais aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a des entreprises qui lèvent de l'argent, puis c'est bien correct s'il faut que tu lèves de l'argent. Je pense qu'il faut juste que tu te respectes à travers ça. Je pense qu'il y a des manières de le faire pour tirer le meilleur de ça, puis de le faire à son avantage. Fait que je dis pas... Moi, pour ma part, je suis content qu'on m'ait jamais donné de l'argent quand j'avais 20 ans. Parce que je pense pas que j'aurais fait de quoi de bon avec. Mais aujourd'hui, à 37 ans, OK, je pense que, tu sais, mettons qu'on a quelque chose de fou là, à faire, là, qui demande des centaines et des centaines de millions, ben, on va pas l'inventer, là, l'argent. Là. Je veux dire, on en a, mais je veux dire, à un certain point, peut-être qu'un jour, on va en avoir besoin de plus que qu'est-ce qu'on a. Puis c'est correct. Il y a des outils, des leviers pour ça, puis faut accepter de jouer la game. Dans notre cas, on a eu la chance de pas avoir besoin de jouer cette game-là dans les 16 dernières années. Est-ce qu'on va avoir besoin de jouer la game un jour? Je sais pas. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je comprends un peu plus la mécanique du marché aujourd'hui. Je respecte un peu plus qu'est-ce qui se passe, mais je suis quand même très chanceux, heureux et fier de notre capacité à l'avoir fait sans enlever de l'argent. Mais tu sais, c'est tout un mix de choses. Tu sais, quand tu démarres comme entreprise de service, mais ton capital, tu le génères. Tu sais, le niveau de risque quand tu fais du service, c'est pas élevé. Faut que tu trouves tes clients, faut que tu livres tes projets, mais tu charges habituellement à l'heure, tu envoies ta facture à la fin du mois, puis tu es payé dans 30-60 jours suivants. Quand tu fais un produit, tu peux travailler 1 an et demi de temps sur ton produit, générer $0, puis ça se peut que ton produit, tu le jettes à la poubelle après. C'est pas la même gestion de risque. Fait que dans notre cas, le service a financé, puis ça donne qu'on n'avait pas d'idée de produit qu'on a lancé de GSoft. Fait que jour 1, on n'avait pas besoin de lever de l'argent. On a juste été dans un modèle qui était, par sa nature, pas risqué. Fait que je peux pas dire, genre, quand on a démarré GSoft, on n'allait jamais lever de l'argent, puis on l'avait écrit, puis on a respecté notre engagement. Ça n'a jamais été le cas. Fait que c'est un mix de circonstances, de chance, puis c'est notre histoire, ça a donné que c'était ça. Il y a aussi un côté de moi mon père m'a toujours dit que la seule dette que j'avais le droit d'avoir, c'était ma maison. Fait que c'est resté parce qu'il me l'a tellement répété. Je pense qu'il voulait pas que je m'endette dans la vie. Et ça a fait en sorte que j'ai toujours été très, très, très prudent à ce niveau-là pour GSoft. Je pense que ça a été à l'avantage de GSoft. Ça a été un beau succès jusqu'à aujourd'hui, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en avant, mais comme tu dis, le marché aujourd'hui est un marché qui est assez spécial. Tu sais, quelqu'un sur une simple idée peut lever des centaines de millions de dollars, puis de devenir un énorme mastodonte que si on combat pas avec armes égales, même si on a une meilleure idée ou qu'on peut l'exécuter mieux, ils ont tellement de disponibilité financière qu'ils vont venir écraser le marché ou du moins pas de laisser de porte ouverte dans le marché. Donc, je serais curieux de t'entendre si aujourd'hui, tu avais à repartir complètement à zéro puis tu avais une bonne idée dans les mains. Est-ce que tu irais au marché aller chercher de l'argent puis dire, OK, on lève du capital puis on fait là vraiment, on risque tout là? Ben, moi, je suis un passionné du software. Fait que, dans le software, les coûts sont assez... tu payes pour le temps, principalement. Tu payes pour le brain power des gens. Fait que t'as pas d'hardware ou t'as pas des gros trucks à acheter, des maisons, des meubles. Tu sais, comme... Fait que c'est quand même en software, t'es capable de tester une idée à moindre coût. Fait que moi, je dirais, l'approche que j'aurais, c'est de démontrer un modèle d'affaires et de le faire assez pour avoir le gros bout du bâton durant une négociation pour lever de l'argent. Fait que je pense que je suis pas un expert dans ce milieu-là, là, mais je pense que des fois les gens ils le font un peu plus tôt, donc ils ont pas ils n'ont pas beaucoup à dire durant les négociations ou quand ils lèvent de l'argent, ils ont pas le gros bout du bâton. Mais c'est parce que dans le cas de GSoft, là, je te jure, le jour que les gens ont commencé à voir que nos produits avaient de l'attraction, c'est le jour que les courriels ont commencé à rentrer chaque semaine sur... Parce que c'est sûr, c'est pour des investisseurs, t'as un modèle d'affaires éprouvé et ça marche. Il suffit
d'injecter, mettre du gaz là-dedans, ça diminue énormément le risque. Fait que, une fois que tu arrives à ce point-là, je pense que tu es capable d'avoir, t'es capable de te mettre au monde, puis surtout dans un domaine, dans le software, où est-ce que tu peux faire un très long bout de chemin avant d'avoir besoin de lever de l'argent. Je dis pas que c'est le cas pour tous les domaines, mais on a la chance, nous, chez GSoft, d'être dans un domaine qui est purement software. Intéressant. Mais je connais pas tant. Là, je parle, là, je vous dis un peu à 35 000 pieds là, d'altitude là, ce que je ferais, mais j'ai aucune idée. Je suis jamais passé par là. Simon, dans un développement de produit, il y a toujours deux parties. La partie de développer le produit, la partie commercialisation. De par ton expérience à travers le temps, là, c'est quoi le pourcentage qui devrait être alloué d'un côté comme de l'autre pour réussir au moins à aller chercher une certaine traction puis de faire lever un produit? J'ai toujours dit que c'était la première mouture de ShareGate, ça a été quasi strictement de l'engineering et personne en commercialisation. Puis l'apprentissage de ça, faut que ça soit du 50-50. Est-ce que c'est réaliste d'avoir du 50-50? Pas toujours. Bâtir du software, c'est quand même complexe. T'as besoin, dépendamment de ce que tu bâtis, là, ça peut prendre, ça prend une équipe. Puis ça coûte quand même cher. Fait qu'après ça, là, puis il y a des choses qui se font tu fais pas les choses en même temps tout le temps. Tu sais, des fois, quand tu es en train de démarrer ton produit, ben là, t'as même pas une maquette de fait. C'est tough après ça, là, de commencer à faire du marketing quand t'as rien de visuel, t'as rien de, tu sais, il y a des livres qui vont dire que tu peux, puis je comprends là, tout ça. La théorie là, mais dans les faits, là, sur le terrain, quand tu es en train un peu d'éclater ton idée, de la mettre sur papier, de la coder en même temps, parce que c'est très chaotique là, quand tu fais ça. Tu sais, c'est pas tout est bien structuré en ordre. Quand tu pars un produit de rien là, c'est un peu fuck all, là. Puis même les entreprises les mieux organisées, c'est pas comme c'est pas comme bâtir une maison. C'est un peu plus chaotique que ça. Fait que, à terme, là, je pense que moi, ce qui me donne le goût d'investir beaucoup en commercialisation, là, je crois que tu peux trouver la lumière au bout du tunnel avec peu de moyens en commercialisation. Ça te permet, tu peux expérimenter différents channels, tu peux tester différentes approches. Puis c'est le moment où est-ce que tu commences à voir la lumière au bout du tunnel que tu peux te permettre d'investir de manière plus massivement, plus sachant que l'argent que tu vas dépenser, exemple, si tu fais de la publicité, ben tu vas pas te mettre à bider sur tous les mots-clés jour 1. Là. Tu vas en tester quelques-uns, tu vas évaluer combien ça coûte, puis à un moment donné, tu vas dire, OK, good, on a trouvé lesquels mots-clés attirent le bon trafic qui permet à des gens de convertir, puis là, tu dis, OK, good, on l'a, boum, on va tous les prendre, on va aller chercher tout le trafic qu'on peut avec ça. Fait que fait qu'est-ce que c'est du 50-50? À la fin de la journée, ça revient à du 50-50, c'est juste pas au même moment. Après ça, est-ce que ça donne un 50-50 exact? Je sais pas. Mais je sais que l'erreur qu'on fait, c'est souvent de pas assez en mettre en commercialisation. D'attendre, puis de... Toujours... je repense à quelque chose qui m'avait marqué. Je me suis toujours demandé, avec ShareGate, là, dans le temps, là, avec la version qu'on avait lancée, on avait une plus grosse équipe de développement pour le lancement. À un certain point, ça ne levait pas assez vite. On a réduit le développement. Puis on s'est dit, OK, on va réduire le dev. On va attendre de voir où ça nous amène. Puis là, quelques semaines, quelques mois plus tard, mais là, ça a commencé à lever davantage. Fait que là, boum, on a réinvesti en développement. Des fois, je me dis, on était juste trop peureux, genre. C'est un peu la peur de travailler dans le vide puis d'aller nulle part. Puis là, tu te dis, ben, tu sais pas si tu le fais pas. Puis là, c'est comme, faut comme que tu avances ton produit, ne sachant pas s'il y a juste un mur qui t'attend. Là, tu te demandes, c'est-tu de l'acharnement un peu, on exagère-tu? On est-tu en train de, on tient-tu vraiment quelque chose? On va juste se planter
c'est tough, hein. Parce que bien sincèrement, là, avec ShareGate et Office Vibe, on a eu cette réflexion-là à chaque fois. Tu sais, on se questionnait, hey, ça marche pas, hein. C'est pas, non, ça marche pas. Puis toute personne sensée qui regarde les chiffres aurait dit, ben non, arrêtez ça, c'est ridicule. Là, t'es comme, une chance qu'on n'avait pas cette personne sensée là avec nous autres. Parce qu'on était, tu sais, on était, tu sais, on y allait par notre feeling, l'instinct. Tu sais, c'est un instinct qui était informé parce qu'on connaissait quand même notre marché, on s'y intéressait. Fait on avait des instincts qui venaient pas de nulle part, mais ça reste que il y a une folie un peu à bâtir du produit. Puis, tu sais, le bâtir c'est une chose, mais réussir à le mettre dans les mains des clients puis d'en faire une business, là. Il y a tellement de moments où est-ce que tu dis, ben, clairement, ça marche pas. Puis là, tu dis, ben, sûr, tu sais, nous, ça a marché. Mais il y a plein de moments, on avait tout pour juste arrêter, mais on a juste continué. Fait que tu dis, ceux qui ont réussi en ce moment dans le marché, là, les beaux brands là, qu'on respecte et qu'on admire, là, c'est juste ceux qui ont décidé de juste jamais lâcher. Puis, je suis convaincu que bien souvent, c'est plus le cas que le contraire. Tu sais, bâtir du produit, c'est pas, tu sais, on regarde des films, là, le film de Social Network, là, puis là, ils designent Facebook sur une fenêtre, puis là, la scène d'après, c'est déjà une entreprise de 200 personnes. C'est pas comme ça, là. C'est vraiment pas comme ça. D'après moi, il a designé pas mal plus que sur une fenêtre, puis d'après moi, il y a eu bien des moments où est-ce que Facebook, ça aurait probablement dû devenir rien. Mais il y a un peu de folie, de l'acharnement, du dépassement, puis des fois ça amène nulle part, comme des fois ça amène à des belles business. Puis c'est ouais. Vraiment intéressant. Puis est-ce que vous avez développé d'autres produits à travers le temps que vous avez tué dans l'œuf pendant le développement? On doit avoir puis je crois qu'on doit être autour de 15 à 20 produits développés dans nos 16 dernières années. Évidemment, pas tous faits avec la même passion, la même détermination, pas tout le même investissement, mais des choses qu'on a bricolées, des petites choses qu'on a bricolées, comme des choses qu'on a essayé pour vrai un peu. Il y en a quand même beaucoup. Tu regardes chaque idée individuellement, tu es comme, c'est pas bête. Tu sais, tout n'était pas bête. Puis il y a probablement des idées là-dedans qui auraient pu devenir des succès incroyables. Parce que ceux-là, on les a abandonnés. Il y en a d'autres qu'on n'a pas abandonnés qui sont devenus des succès. Fait que c'est parce qu'on a manqué. Puis des fois, ça revient juste à la passion pour un problème. Tu sais, ShareGate et Office Vibe, ça adressait des problèmes qui nous interpellaient. Il y avait une passion qui venait avec ça. Puis c'est pour ça qu'on l'entend souvent. Là, tu sais, si t'es pas passionné de ce que tu fais, hey, good luck. Là. Parce que c'est probablement la chose qui fait que tu lâches pas. Tu sais, comme quand tout te dit que ça marchera pas, là, puis que t'as pas la passion minimalement pour la chose que t'es en train d'essayer de bâtir, ben c'est difficile de rester motivé. Fait que dans le cas je pense qu'Office Vibe et ShareGate, c'est une question de passion pour ce qu'on faisait. Et les autres, c'est un manque d'intérêt. Puis c'est correct des fois. Je serais curieux, Simon, de savoir, tu mentionnais quand vous avez parti de Gsoft, vous n'aviez pas nécessairement d'idée de produits à développer. Là, on se ramasse aujourd'hui, il y a eu plusieurs produits qui ont été développés, certains qui ont levé à succès, d'autres qui ont été tués en cours de route. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques ou un procédé à partager avec notre auditoire sur comment faire une curation justement d'idées, puis d'essayer de les sélectionner, puis de voir lesquelles peuvent potentiellement être les meilleures? C'est une bonne question. J'ai pas nécessairement Il existe plein de frameworks là, pour ça. Les produits qu'on a lancés chez Gsoft à date, c'est tous des produits qui sont l'aboutissement de conversations, tu sais, c'est très organique là. Il y a jamais eu une structure très formelle d'idéation qui a mené à, c'est comme les bonnes idées arrivent souvent par accident. Tu sais,
C'est un ShareGate, c'est Sébastien Leduc, un des cofondateurs, qui est allé dans une présentation d'un produit technologique qui faisait quelque chose de similaire, mais très très loin de ShareGate, et qui est revenu au bureau et dit, hey, j'ai vu un produit qui faisait ça, pourquoi nous on fait pas tel aspect? OK, go, on le fait. C'est une bonne idée. C'est bon. Non, mais tu sais, non, j'ai rien à partager de très intelligent à ce niveau-là. Je pense que je pourrais dire, je pense qu'à la base, il faut que tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde, au marché, à l'industrie, aux tendances, tu sais, le macro, là, faut que tu le connaisses, faut que tu sortes un peu la tête du sable, faut que des white papers sur des sujets, des tendances HR tech qui mènent, tu sais, comme si tu baignes là-dedans, t'es toujours un peu à la recherche des nouvelles idées, c'est là que tu commences à connecter les dots. Puis c'est sûr que chez Gsoft, je nous ai toujours, plus que jamais, je nous vois vraiment comme un peu un cobaye de nos propres produits. Fait qu'on est comme un laboratoire sur nous-mêmes. Fait puis ça donne que nous, on s'intéresse aux entreprises qui nous ressemblent en termes de taille et en termes d'industrie. Fait qu'on a comme comme la chance de pouvoir se servir nous-mêmes. Fait que ça nous aide à boire notre propre Kool-Aid quand on bâtit des produits. Et quand tu le fais pour vrai, mais tu apprends très rapidement sur ton produit, tu innoves. T'as plein d'idées, je veux dire, ça arrive à côté de toi, fait qu'il y a plein d'idées qui émergent plus rapidement. Les bugs, ils sortent plus vite. Fait qu'on, ça nous aide aussi. Fait que d'utiliser notre propre réalité pour trouver de nouvelles problématiques à adresser, ça aide beaucoup. Mais tu sais, bâtir un produit là, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de monde, c'est beaucoup de brain power. Fait que c'est pas comme si on avait le temps d'en faire 28 en parallèle. Fait que des idées, c'est cheap. Facile des idées, là, il y en a plein. Puis comme tu regardes le marché des produits qui sont poches, là, il y en a plein. T'es prends, t'en fais. Tu sais, on n'a jamais eu la prétention avec nos produits qu'on était des produits révolutionnaires qui arrivaient de nulle part puis qui inventaient une nouvelle industrie, là. Et ShareGate est arrivé dans un domaine qui était prêt à un peu de disruption. Nous, on s'attaquait à des softwares similaires, mais qui étaient vendus avec des petites mallettes, avec des sites web où est-ce que le prix, tu pouvais pas le voir, des produits que tu pouvais pas installer toi-même, des produits que tu pouvais même pas essayer toi-même. Fait qu'on a pris un domaine pour le juste comme refait plus simplement. Et il y a des belles entreprises à bâtir juste à refaire mieux les choses qui existent aujourd'hui. Puis nous, tu sais, Office Vibe, même chose, là. Oui, il y a un petit côté innovant, ce qu'on amène une spin qui est unique. Puis c'est rare qu'on va sur le site web des compétiteurs, puis on est là, on veut copier les features, là. On est comme, OK, on sait à peu près. Mais nous, quand on fait quelque chose, on veut le faire à notre manière. Puis, comme il y en a d'autres qui l'ont fait avec nous, tu sais, il y a des entreprises qui ont été des compétiteurs à Office Vibe qui ont été démarrés 1 ou 2 ans après, qui ont été rachetés il y en a un qui a été racheté par Workday, 750 millions US, c'est comme. OK. Ils ont exécuté. Puis tu regardes leur UI, UX, c'est comme je dis pas qu'ils ont tout copié, mais d'après moi, il y avait une couple de trials sur le produit qu'on a avec leur Gmail ou qu'on n'a pas vu passer. Ouais. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Tout le monde le fait, puis tout le monde se regarde un peu, mais tout le monde amène son petit côté unique. Fait que, il y a plein de choses à faire. Puis là, aujourd'hui, avec la pandémie, là, en tout cas dans le monde des workplace apps, hein, des SaaS de workplace, des softwares autour de l'expérience employée, il y a tellement à faire. Tu sais, on a complètement shifté un peu notre façon de concevoir l'expérience au travail. Tu sais, le fait d'être en téléconférence tout le temps, c'était tellement pas quelque chose avant la pandémie. En tout cas, je parle pour moi. Tu sais, oui, on savait que ça se faisait, mais tu sais,
Là, aujourd'hui, on prend ça pour acquis. Puis, tu sais, on a comme on a une plus grande attention à travers nos écrans, donc plus de possibilités d'innovation selon moi, parce que là, on peut capturer l'attention du user pour beaucoup plus de scénarios que dans le passé. Puis la distance avec le remote work et le travail hybride, la distance que ça l'a créé entre les travailleurs, ça l'a exacerbé plein de problèmes qui étaient peut-être sous le tapis avant, là, qu'on réalisait pas avant. Aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont beaucoup plus évidents. Et fait qu'il y a plein de choses à adresser. Fait qu'il suffit d'ouvrir les yeux, trouver quelque chose qui nous passionne, trouver une approche unique pour dans une solution. Puis il y a des opportunités d'affaires. Il va toujours en avoir. Simon, c'est quoi ta vision pour GSoft pour les années qui s'en viennent devant nous? Moi, j'aime beaucoup ce qu'on devient. On a beaucoup, tu sais, ça fait 16 ans qu'on existe, fait que l'entreprise a eu plein d'étapes. Comme toute entreprise, on évolue, on prend de la maturité. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'on devient. J'aime beaucoup le rôle que j'ai pris dans l'organisation. Je travaille avec embauché un président, un directeur général qui Martin, qui fait un travail exceptionnel, on est vraiment complémentaires. Fait on a trouvé une façon d'opérer l'entreprise qui me permet aujourd'hui de rêver à un GSoft plus grand, plus fort. On travaille en ce moment sur un portfolio de produits autour de l'expérience employée. On a longtemps été un dual product company. On avait ShareGate et Office Vibe. Puis tu sais, un produit, ça occupe beaucoup. 2 produits, ça occupe énormément. Puis c'est correct, pendant beaucoup d'années, il fallait faire au moins fonctionner ces 2 produits-là. Puis là, aujourd'hui, on est dans un mode, on veut bâtir un portfolio de produits sur le spectre de l'expérience employée, créer de la synergie entre ces produits-là. On veut être beaucoup plus que nos 2 produits à succès qu'on a eus. Fait que beaucoup plus d'innovation. On est beaucoup plus ouvert à tout ce qui est acquisition, chose qu'on n'a jamais fait dans le passé. Fait qu'on se permet de voir grand. Je trouve que c'est rafraîchissant. Puis ça m'a redonné, le goût à m'amuser à bâtir une belle et grande entreprise. Puis de moins sentir, pas de décrocher, mais d'arrêter de voir GSoft comme mon identité complètement. D'avoir un recul qui me permet de faire des choix qui sont de manière plus détachée. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup aujourd'hui. Parce qu'on vieillit, j'ai une famille, nos priorités changent. Puis aujourd'hui, GSoft demeure la chose qui prend une méchante place dans ma vie, mais j'aime beaucoup aujourd'hui ce qu'on devient. Puis c'est le fun parce qu'après 16 ans, on est resté aligné sur ce qui nous a toujours passionnés. Aujourd'hui, on utilise des mots différents pour dire ce qu'on a toujours dit, mais on a toujours voulu bâtir des softwares autour de l'expérience de l'employé au travail. On s'intéresse à ce qu'on vit devant nos écrans, ce que le travailleur vit, que ce soit les outils pour le gestionnaire, pour aider son équipe à mieux performer, à être plus engagé, que ce soit un ShareGate qui aide les équipes IT à déployer des technologies qui enable les travailleurs à faire plus, que ce soit un SoftStart qui aide les organisations à accueillir mieux les gens qui joignent à leurs équipes. Et comme c'est toujours ça. C'est pas forcé, ça a toujours été naturellement des softwares qui sont autour de cette idée-là. Puis c'est le fun aujourd'hui parce que on a un terrain de jeu énorme. La pandémie a été une des bonnes choses qui est arrivée pour GSoft. Pas pour la société, mais pour GSoft. Ça a transformé le monde du travail de 15 ans, 20 ans en avant. Fait que des choses qu'on aurait peut-être pu juste développer dans 15 ans, mais aujourd'hui, on peut les faire aujourd'hui. Fait qu'on a comme eu la chance de voyager dans le temps. Fait que ça rend notre travail encore plus stimulant et challengeant.
Un grand fan de tout ce qui est livre, podcast. Je pense que c'est un bon moyen d'avancer puis de progresser rapidement. Est-ce qu'il y a des livres ou des podcasts qui t'ont marqué à travers le temps que tu aimerais partager avec notre auditoire présentement dans tout ce qui est développement de produits puis essayer d'arriver là, de partir d'une idée puis d'amener ça à un produit à succès? Un podcast. Moi, j'aime beaucoup le All-In podcast. Je l'écoute religieusement chaque semaine. C'est un podcast qui m'a permis de comprendre mieux le monde, univers économique, le monde des affaires plus macro, une perspective que je m'étais pas assez intéressé avant, comment la bourse fonctionne, comment les levées de finances, comment toute cette machine-là est huilée puis elle fonctionne. Ça, c'est un côté de moi qui je trouvais que j'avais pas. Des bons vieux livres là, que le dernier de Netflix, je l'ai beaucoup aimé. C'est quoi? C'est No Rules, je pense, de mémoire. Ouais, No Rules. Ouais, le No Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Vraiment un bon livre. J'ai beaucoup aimé les livres aussi qui ont été écrits par Jason Fried de Basecamp. Fait que, il a écrit plusieurs livres, là, mais c'est un livre qui m'a beaucoup qui m'a permis d'accepter qui on était de GSoft comme entreprise, qui je sais pas, de garder ça simple, garder ça quelque chose de j'aime beaucoup la mentalité chez Basecamp. Mais non, ça fait longtemps, je lis pas assez. Ça doit être les enfants, là. Je lis beaucoup moins. Maintenant, j'écoute des vidéos sur comment faire de la bouffe. Fait que je suis ça doit être moi qui m'approche de la quarantaine, là. Je pense qu'on a la même transition. Je me suis surpris moi-même à faire la même chose hier pour la première fois dans toute l'année. Comment faire une bonne pâte à pizza, là? Tu sais, c'est ça, là, j'ai l'attention, là, puis je déroge pas, là. Intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose, Simon, avant qu'on se quitte aujourd'hui, que tu aimerais partager avec l'auditoire? J'ai beaucoup partagé de choses, mais moi, ce que j'aurais à dire, c'est faites-le. Je l'ai souvent dit, hein, tu sais, j'ai jamais eu l'impression qu'on allait avoir notre place, nous, GSoft, pour ce qu'on faisait. Puis on a déjà été très petits, une entreprise. On a déjà été une entreprise de 3, de 5, de 10, de 15. Et peu de gens se doutaient qu'on allait aujourd'hui être ce qu'on est. Puis, on n'est pas non plus 2000. On n'est pas Shopify. On est 350. C'est pas rien. Je suis quand même. Mais on est là parce qu'on l'a fait. Puis oui, on aurait pu se planter. Puis c'est pas toutes les cheminements ne mènent pas tous vers un succès comme on a eu. Mais la seule raison pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'on a au moins essayé. Puis on a essayé souvent, puis très souvent, on avait l'impression que ça allait pas marcher. Fait que ceux qui ont l'énergie, la détermination, puis l'envie de le faire, ben la seule manière de savoir si ça va fonctionner, c'est de l'essayer. Puis malheureusement, ça peut des fois mener à rien. C'est ça un peu le gamble. C'est plate, hein, mais il y a rien de gratuit il y a rien il y a rien de garanti dans la vie, mais ceux qui se rendent quelque part, c'est qu'ils se sont donné les moyens, ils l'ont essayé. Puis je pense que souvent les gens ils se permettent pas d'essayer. Fait que tu sais, je repense à Guillaume puis à Seb puis moi. Rien, on vient pas d'une famille de dynastie d'entrepreneurs avec des moyens pas, tu sais, comme on vient de bonnes familles. On avait certainement des outils pour pouvoir faire ça, mais on partait vraiment de rien. Puis on l'a fait, puis on y a cru, puis aujourd'hui on est là, puis on continue, on l'apprécie, puis on savoure chaque moment. Mais faut juste le faire, puis ça reste que aujourd'hui je reviendrai pas en arrière, mais my God, qu'on a eu du fun. Puis aujourd'hui, ben on essaie de continuer d'avoir du fun. Puis si je suis là encore aujourd'hui, c'est que j'ai du plaisir. Je le fais par passion. That's it. Simon Deben, merci beaucoup
pour ce généreux partage. Je pense que ça va en inspirer plus qu'une personne dans la francophonie. Merci pour ton temps, c'est vraiment apprécié. Et à tous, je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Wow, quelle intéressante discussion avec Simon Deben. Merci Simon d'avoir été avec nous cette semaine. Merci à tous d'avoir été des nôtres également. Si cet épisode de podcast vous a plu, on vous invite à le partager sur les médias sociaux et à vous abonner pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Découvrez la semaine prochaine le ratio le plus important à suivre en déploiement de produits avec Jean-Christophe Dubé. Donc, le fameux ratio CAC-LTV de 3 pour 1. On vous invite à être des nôtres. À bientôt.